Bonjour à tous. J'ai cru comprendre que le président de la République m'avait interpellé hier et donc j'ai décidé de lui répondre, mais d'abord, on l'écoute. La cité ne s'est jamais bâtie sur le rétrécissement, ni à des prénoms, ni à des formes de crispation. La France a toujours écrit sa propre histoire mondiale. Elle s'est toujours pensée universellement parce qu'elle s'est toujours pensée par des institutions qui dépassaient le simple hexagone et par une langue qu'elle a toujours fait voyager et dont l'épicentre aujourd'hui n'est plus sur ces rives de Seine, mais sans doute bien davantage vers le bassin du fleuve Congo. Vous voyez, rien d'original là-dedans. Comme tous les médias bien pensants, comme Xavier Bertrand, comme tous les dignitaires LR, le président de la République m'attaque sur cette fameuse histoire des prénoms. Il croit m'affaiblir. En vérité, ils ne font que me renforcer. Car cette histoire des prénoms est le symptôme d'un phénomène inouï que tous veulent ignorer, qui est la défrancisation d'une partie importante de la population française. Car donner un prénom étranger à ces enfants qui vont vivre ici en France, c'est leur donner un imaginaire, une histoire, une civilisation étrangère qui n'est pas la civilisation française. Et cela prouve une seule chose, la politique d'assimilation n'est plus en œuvre. Alors après, Emmanuel Macron vient nous dire qu'il lutte contre le séparatisme dans ces quartiers. Mais quelle est l'origine du séparatisme dans ces quartiers si ce n'est la défrancisation que je dénonce? Pour que les gens ne veulent pas vivre séparés, il faut qu'ils se sentent tous français. Et donc, il faut refaire des Français par une politique d'assimilation digne de ce nom. Alors, on me dit, mais comment vous les assimilez? J'ai envie de répondre à chaque fois, comme la République a toujours fait. D'abord parce qu'on n'assimile que des individus et non pas des masses, et non pas des peuples, et non pas des diasporas comme on en a aujourd'hui. Il faut arrêter, il faut interrompre les flux migratoires, les confiner à zéro. Comme ça, il n'y aura plus de pression des derniers arrivants qui vont culpabiliser les plus anciens parce qu'ils adoptent les mœurs françaises. Et puis, ensuite, cette politique d'assimilation, elle est mise en œuvre tout au long de la vie. Alors on commence à la naissance avec ces fameux prénoms, mais on continue ensuite, on continue à l'école et on apprend aux enfants la grandeur de l'histoire de France, ses héros, ses traîtres aussi, ses guerres, ses victoires, ses défaites. On leur apprend à aimer la France et à ne plus considérer, comme on le fait aujourd'hui, que la France est responsable de tous les malheurs de leurs ancêtres. Car à ce moment-là, on forge des mémoires opposées, des mémoires rivales qui deviennent des mémoires ennemies. On continue ensuite, on continue à apprendre aux petits Français, quelle que soit leur origine, la littérature française, la culture française, les paysages français. Tous les canaux doivent être utilisés, la gastronomie, la culture. On doit ne renoncer à rien pour faire des Français. Il y a le travail aussi. Il n'y a pas que la culture. On n'est pas seulement le compatriote de Chateaubriand et Pascal, même si pour moi, c'est quand même le plus grand titre de gloire de tout Français. Il y a aussi le travail. Les ouvriers ont été pendant longtemps les vecteurs essentiels de l'assimilation. Ils enseignaient à leurs collègues italiens, espagnols, les mœurs à la française, les coutumes françaises. Ça ne se fait pas. Et puis ça se fait. Il faut que, de nouveau, les ouvriers français retrouvent ce rôle éminent. Enfin, pour cela, il faudrait retrouver des usines. On peut continuer cette politique d'assimilation, tout simplement dans la rue, par les mœurs françaises. On connaît le vieil adage « à Rome, fais comme les Romains ». Eh bien, à Paris, fais comme les Parisiens. À Troyes, fais comme les Troyens. En France, fais comme les Français. On ne s'habille pas avec des vêtements qui datent du 7e siècle en Arabie Saoudite. On ne met pas de burkini, on ne met pas de djellaba, on ne met pas de voile en France. On n'interdit pas l'entrée des femmes dans les cafés. On ne met pas des enseignes en arabe. Non, on ne fait pas tout ça. On vit à la française. Quand je vois, par exemple, que la jeune femme chaïnaise brûlée par son mari, pourquoi a-t-elle été brûlée par son mari? Parce qu'il l'a dit lui-même, elle voulait vivre à la française. Bref, elle voulait s'assimiler. On voit à quel point la pression est faite pour que les nouveaux arrivants
ne s'assimile pas jusqu'à des crimes odieux. Et puis, il faudra aussi contenir la pression des anciens États, de ces ressortissants, qui font pression sur eux avec l'argent qu'ils délivrent, qu'ils donnent à la mosquée, aux associations, etc. Il faudra couper tous ces financements. Vous voyez, tout cela n'est pas neuf, tout cela n'est guère révolutionnaire, simplement tout cela a été abandonné. Abandonné par qui? Par toutes nos élites depuis 40 ans, dont Emmanuel Macron est le dernier représentant. En fait, ils ont inventé des mots pour remplacer l'assimilation à laquelle ils avaient renoncé. Ils ont pris tous ces mots uniquement parce qu'ils ont renoncé à l'assimilation. Ils ont renoncé à faire des Français. Moi, je n'ai pas renoncé, je n'ai pas envie de faire des créoles. Je veux simplement faire des Français. Et puis, vous avez vu, il ne fait pas que m'attaquer sur les prénoms. Il donne aussi son contenu à sa conception de la France. Et là, ça devient très intéressant parce que fait-il? Il reprend les mots habituels de la bien-pensance, les mots qui datent des années 80. Ce qui est étonnant pour un homme né en 1978. En vérité, il reprend les mêmes items, il reprend les mêmes lieux communs. Il associe identité à crispation, à retrécissement. Il dit que ceux qui défendent l'identité française ont une conception retrécie de cette identité française. Sans doute aurait-il dit qu'en 1942, les résistants étaient un tantinet crispé. Sans doute aurait-il dit que pendant la guerre de 100 ans, Jeanne d'Arc avait une conception un brin étriquée de l'identité française. L'universalisme français dont il parle est directement venu en droite ligne de l'universalisme chrétien. Il n'est plus français quand il se met au service de l'universalisme islamique. Les institutions qui dépassent l'hexagone, comme il dit par une périphrase obscure. De quoi veut parler Emmanuel Macron? Tout simplement de l'Empire français, de cette fameuse colonisation dont il disait naguère qu'elle était un crime contre l'humanité et dont maintenant il part de tous les plus beaux atours. Et puis il y a la langue. Alors là, la langue française, il nous dit que c'est magnifique, il s'est pris d'affection pour cette langue française alors qu'elle n'était que le vecteur de cette fameuse culture française dont il disait jadis qu'elle n'existait pas. Il nous dit elle est née sur les rives de la Seine et, étonnamment, il ajoute qu'elle va se répandre désormais plutôt sur le bassin du Congo. Que veut-il nous dire par là? Il veut nous dire que la langue française n'appartient plus aux Français, qu'elle n'est plus originellement d'ici. C'est-à-dire que ce n'est plus les Français qui ont la main mise sur la langue française. Une fois de plus, il fait une erreur historique. C'est-à-dire qu'il ne voit pas que la francophonie, puisque c'est de cela dont il parle, nos liens avec nos anciennes colonies par l'intermédiaire de la langue française, était un moyen de pérenniser et de renforcer l'influence française dans le monde. Mais elle n'est pas un moyen d'affaiblir cette influence française. Elle n'est pas un moyen d'asservir cette influence française. Emmanuel Macron est président de la République française. Mais on a l'impression que ce costume ne lui sied guère. Il voudrait être autre chose. Que sais-je, président de l'Europe, président de l'Afrique. Il passe son temps à chercher un autre rôle que président de la République française. Mais la France n'a pas vocation à être dissoute, comme il le croit, ni dans l'Europe, ni dans l'Afrique. La France a vocation à rester la France. Et c'est cette France-là, française, qui n'a pas dit son dernier mot.